vous accompagnez mutuellement, vous vous nourrissez et que 14 ans plus tard, vous faites non seulement une belle paire, vous faites un beau tandem, puis c'est un bel exemple aussi à témoigner à tout le monde, tu sais, surtout à nos femmes qui sont victimes et qui pensent que jamais elles vont pouvoir être aimées par un autre homme. Les autres, la référence d'amour que tu avais d'un homme n'était pas saine. Non, c'est sûr. Puis tu sais, ça prend beaucoup de patience. Des fois, les gens me disent, mais comment t'as fait pour retrouver la confiance? Mais je leur dis souvent, ben, demandez à Robert, ça a pris une patience de moine. Je me souviens, moi, tu sais, j'avais pas le droit de me maquiller, j'avais pas le droit de porter des manches courtes, j'avais pas le droit de rien faire. Mais, tu sais, si Robert avait s'il me demandait, « Ah, Marie, où tu vas? » Hey, je pouvais pogner les nerfs. Je m'en vais, c'est pas tes affaires, pourquoi tu me demandes ça? Là, je pognais les nerfs, il me disait, « Oh mon Dieu, Marie, je t'ai juste demandé où est-ce que tu allais. » Mais tu sais, et non, dans les premiers temps, demande-moi pas ça. Suis-moi, fais n'importe quoi, mais demande-moi pas où je vais. Ça a pris une patience de moi, beaucoup d'amour et une patience de moi. Je l'adore. C'est comme souvent qui m'a percé des nuits entières à me percer, à essayer de me consoler pour m'arrêter de pleurer. Il y avait juste qu'à créer un système de plumes, puis il avait accroché ça au bout des pailles, puis il m'endormait. C'est vrai. Puis pour être sûr que je tombe endormie avant lui, il avait peur de tomber endormie, puis je panique, puis que je me lève, puis tu sais, ça a pris une patience de moi, mais il m'a tout donné. Elle était brûlée, tu sais. Donc, il y a eu la survivante, puis il y a celui qui endure aussi. Et oui. Le tolérant. Tu sais, il y a Viktor Frankl, qui est un psychiatre juif, qui a survécu au camp de concentration, qui a écrit une belle phrase qui dit « L'homme peut survivre toutes les souffrances tant que tu y trouves un sens. » Et toi, le sens de toutes ces souffrances-là, de tous les deuils, de toutes les pertes, qu'est-ce que tu as à dire sur le sens, toi, maintenant, dans ta vie? Oui, maintenant, c'est une vraiment bonne question et ça prendrait une très longue réponse, mettons. C'est sûr qu'au cours de cette souffrance-là, il y a un positif quand même. Mais tu sais, j'ai quasiment peur de dire ça aux gens parce qu'ils vont dire comment on fait pour trouver un positif, mais à travers ce cheminement-là, cette souffrance-là, tu sais, quand on n'a pas de souffrance, on fait comme tout le monde, on embarque dans le beat, on roule, puis on se pose pas de questions. Mais quand tu souffres autant, il faut que tu trouves un sens. Parce que tu te dis, mais pourquoi je dois rester ici? Qu'est-ce qu'est la vie? Qu'est-ce qu'on fait ici? Pourquoi tout ça? Pourquoi moi? Tu sais, tu te dis, ben, gars, je n'étais pas parfaite, mais je ne méritais pas ça. Pourquoi moi? Et là, tu trouves des réponses. Et j'ai trouvé mes réponses. Et je pense que ça va être le but de mon prochain livre. Mais tu sais, c'est sûr que je ne peux pas commencer à ça parce que je pense qu'il faut qu'il y ait quelque chose de plus fort après. Je crois en Dieu. Je ne suis pas pratiquante, mais je crois en Dieu. Je crois qu'il y a quelque chose de plus fort après. Et il y a quelque chose dans la souffrance quand même qui prend tout son sens. On a le temps d'élaborer. C'est quoi un petit peu l'idée? Non, mais c'est intéressant parce qu'on est dans le vif du sujet. Oui, mais faut que c'est bien expliqué parce qu'il faut pas que je perds les gens non plus parce que tu sais, des fois je me dis j'ai tout compris ça, mais il faut que je l'apporte d'une façon que les gens vont comprendre. Je veux pas qu'ils pensent que je suis embarquée d'être témoin de Jéhovah puis que depuis ce temps-là, mais tu sais. Mais vas-y avec le sentier. Ma religion, ouais. ben, je pense que à quelque part la souffrance fait quand même partie de la vie et le fait de traverser ça t'apporte une autre vision totalement de la vie. Les valeurs sont différentes, là. Tu sais, moi et Robert, on est le couple le plus formidable du Québec. En passant, on a gagné ça à l'émission Claire Lamarche. C'est vrai. Mais c'est vrai. Ben oui. Et on le mérite d'apporter de ça. Mais oui, c'est vrai. Et à la fin de ces émissions avec nous autres, ça fait qu'on va toujours rester le couple le plus formidable du Québec. Mais nos petits bonheurs, tu sais, j'ai jamais vu ça avant. Et comme Martine le disait aussi, le fait de ne plus avoir cette pression-là, c'est extraordinaire. Ça, c'est un plus.
t'as la moitié de ton cœur qui est mort et l'autre qui est libéré. Mais les petits bonheurs de la vie, tu sais, on s'est acheté chacun une guitare, on fait de la musique, ça ne nous prend plus grand-chose. Tu sais, des fois, je vois aller les gens courir, puis je fais comme, ils passent à côté de la vie. Des fois, je me dis, si on me ramenait Jérôme et Justin le matin, c'est sûr que je serais folle de joie. Mais j'aurais quand même une nostalgie s'ils me disaient, on te les ramène, mais tu perds tout le cheminement que tu as fait. Parce que je suis capable de me regarder 14 ans passer et 14 ans là. Et c'est le plus que ça apporte des épreuves de la vie qui nous sont. La perte de tes fils a fait une meilleure personne de toi. C'est ça que tu es en train de dire? C'est ça que je décode là. Une personne qui comprend mieux la vie. Qui a un meilleur. Le pourquoi de la vie. Ça apportait ça. Mais tu te questionnes constamment parce que tu te dis où ils sont les enfants. Tu as besoin de savoir. Fait que tu te dis, ben il y a plus à quelque part. Ça se peut pas pour moi. Je parle pour moi, là. Je parle pas. Je veux pas intégrer de religion aussi ou ça. Mais tu te dis, ben, gars, il faut qu'ils soient. J'ai pas pu les aimer autant et plus jamais les voir de ma vie. C'est impossible. Ils sont à quelque part. Puis moi, je me suis dit, pour m'encourager, ben, gars, je vais. Au lieu de pleurer le reste de mes jours, je pense qu'il n'y a pas de demi-mesure. T'arrêtes ou tu continues. Entre les deux, le gars, tu vas devenir fou. Tu es au cœur de la folie. Tu sais, j'ai souvent eu peur de me dire, je me disais, on va m'entrer à l'hôpital psychiatrique, je suis plus capable de gérer cette souffrance-là, c'est tellement intense. Tu sais, j'ai perdu mon père, perdu ma mère, perdu mon premier chum dans un accident d'auto. Mais perdre ses enfants, c'est pratiquement une bagatelle à côté de perdre ses enfants. Puis pourtant, j'ai souffert, là, mais à côté de perdre ses enfants, c'est la pire chose qu'un être humain ne peut pas supporter. Ça me fait penser, puis je sais que tu l'as fait, je ne sais pas si tu le fais encore, du bénévolat avec l'accompagnement de fin de vie, des gens qui sont en phase terminale. À côtoyer la mort, c'est comme si on célébrait en parallèle plus la vie. Et j'ai l'impression que tu aimes encore plus la vie et encore plus les gens. Je me trompe-tu? Non, puis j'aimais ça faire ça parce que ce que j'ai trouvé d'extraordinaire de travailler dans le fait du bénévolat, là, c'est que les gens n'ont plus de barrières. Les gens sont devenus des vrais humains, avec plus le pareil, plus de masque, plus rien. Ils sont en train de mourir, fait qu'ils n'ont plus rien à cacher, ils n'ont plus rien à... Puis il y a une ouverture tellement grande qui est entre la barrière, entre la vie et la mort. Et c'est ce dialogue-là avec les gens en fin de vie que j'ai trouvé extraordinaire quand même. Puis ça donne tout un sens pareil à la vie. Moi, je me dis, si je dois continuer à vivre, ben d'abord, je vais essayer d'être le plus heureuse possible. Parce que de toute façon, ma mort est pareil. Je m'enclaire pas, ça c'est sûr et certain. Fait que je me dis, entre les deux, je vais essayer d'en profiter au maximum. Tant qu'à être ici. Je te dis pas que j'ai fait ça en claquant des mains puis en disant, OK, on se vire d'abord aujourd'hui, puis je pleure plus, bon, je continue, mais avec le temps, il faut donner la chance au temps de faire son œuvre. Mais c'est lui qui est difficile quand même. T'sais. Mais une chose à la fois. Je pense qu'il n'y a rien d'impossible. Je l'ai vu avec ce que j'ai fait. Je me disais, c'est impossible de survivre à ça et j'étais encore debout. Quand j'ai rentré à l'université, j'avais un secondaire 4 pas terminé. Ça faisait 15 ans que je n'avais pas été à l'école avec le deuil de mes 2 enfants. Il fallait être totalement fou pour essayer de faire ça, inconsciente. Quelqu'un de normal n'aurait pas essayé ça. Mais moi, je n'avais rien à perdre. Fait que je me suis dit, non, gars, je rentre à l'université, j'ai tout à gagner. J'ai tout perdu. Fait que tout ce que je vais faire, c'est à gagner. Mais ça, c'est sûr, ça prend de la détermination, tu sais. Mais je voulais quand même, c'était un bénéfice pour moi, je voulais me prouver quand même que refaire l'estime de moi-même, puis dire, mais c'est pas vrai que je suis moins que rien, je suis capable. Et à mesure que j'avançais, ben, je me disais, non, mais c'est pas vrai, j'en ai des qualités et je suis une personne à part entière, tu sais. Tout ce qui avait détruit, il fallait que je le rebâtisse quand même. Ça et en mieux même. Et bien, en mieux, oui. Ben, ça m'a permis de me découvrir à moi-même aussi, là, tu sais, les forces que j'avais encore plus. Je
peux pas faire autrement que de faire le parallèle avec une personne qui est en fin de vie, qui a justement pas de barrière, il n'y a plus rien à perdre. J'ai l'impression que tu es contaminé de ça. Je te sens très vrai, je te sens très... prenez-moi comme je suis, puis c'est comme ça que je suis. C'est sûr. Ça, ta vision est différente, tes valeurs sont différentes. Je suis un être humain et on est tous égaux. À part, moi, souvent, je dis à mes amis, le statut, c'est tellement... Moi, je ne mettais donc pas de tête au-dessus des votes. Tout le monde est égal, on est tous des êtres humains. Déjà, moi, ça m'a marqué le statut parce que Jules, toute sa vie, il m'a dit que j'étais de moins que rien parce que j'avais rien, justement, et que j'avais pas d'études. Fait que, tu sais, tout le monde est égal. Tu vois l'être humain à l'état pur. C'est vraiment comme ça. Qu'est-ce que tu dirais aux femmes qui ont été victimes, les femmes qui ont été violentées, et des femmes qui, comme Martine, un an après le décès, la perte de son enfant, qu'est-ce que tu leur dis quand tu es en présence d'eux autres? Parce que tu sens leur souffrance, parce que tu sens leur impuissance. Tu cherches quand même les mots parce que je veux pas, quand je vois Martine, ça me ramène là aussi. Je la trouve tellement extraordinaire d'être ici en avant hier, après un an. Je ne l'aurais pas fait, je te dis encore chapeau. Mais c'est de dire oui, on peut être heureuse. Puis, pense pas que ça va toujours être aussi douloureux. C'est ça qui fait peur, parce que tu te dis, à quoi ça sert de continuer si c'est tout le temps comme ça, je suis aussi bien d'arrêter tout de suite. Parce que tu n'as pas idée qu'à un moment donné, tu vas pouvoir sourire. Tu n'as pas idée qu'à un moment donné, tu vas pouvoir avoir une vie normale. C'est impossible. Mais oui, c'est possible. C'est sûr que je vais mourir avec le drame. Je vais mourir avec cette histoire-là dans ma vie. Jusqu'à mon dernier souffle, m'en parler. Jusqu'à mon dernier souffle, je vais avoir mal. Mais on apprend à vivre avec. T'sais. On n'a pas le choix. C'est ça qu'on arrête. Fait que quand je disais qu'il n'y a pas de demi-mesure, mais oui, on peut être heureuse. Et qu'est-ce que tu dis aux hommes qui causent cette violence-là? Tu veux que je te réponde vraiment? Oh oui, c'est important. C'est important de l'entendre, je pense. Venant de toi, c'est important, je pense. Ça a un poids. C'est tellement de la pure vengeance. C'est des gens très, très, très narcissiques qui sont capables d'aimer. Premièrement, ils se détestent à eux-mêmes. Ça fait quand tu te détestes à toi-même, comment est-ce que tu peux aimer quelqu'un d'autre, ne serait-ce que tes enfants? Je pense pas que ces gens-là sont capables d'aimer des enfants. Quiconque d'ailleurs. Mais c'est pure vengeance. C'est juste de la vengeance. Puis, tu sais, souvent, quand il y a des drames familiales, des fois, je viens, je saute sur le sofa chez nous, puis je me dis, tabarouette, ils ne comprennent pas. Souvent, on entend les maisons pour voir, il n'y a pas ça d'aide, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Ces gens-là, très narcissiques, pour aller chercher de l'aide, il faut que tu es conscient, premièrement, que tu as un besoin. Et moi, je pense pas. Mon ex-conjoint, en tout cas, quand même, il y aurait eu 45 maisons d'aide dans la rue chez nous. Il n'y aurait jamais été, j'en suis convaincue. Mais tu sais, quand tu vas chercher de l'aide, c'est parce qu'il faut que tu admets que tu as un besoin. Fait que je pense pas que même si on mettrait 500 maisons je dis pas que le besoin est là. Oui, le besoin est là. Tu sais, oui, il faut qu'il y en a. Puis, mais je pense pas que plus qu'on met des maisons d'hébergement, je pense pas que ça vaut les drames. Il y a des gens qui ont besoin d'aide, oui. Puis c'est bien qu'il y a des maisons, ils ont vraiment leur place. Mais cette grosse violence-là, avec des gens très, très narcissiques comme ça, je pense pas que c'est les maisons d'hébergement qui vont faire en sorte qu'on va enlever les dramatiques familiales, les infanticides ou... Qu'est-ce que ça prend selon toi? Bonne question. Je la cherche depuis 14 ans et je ne l'ai pas encore trouvée. Il faut être réaliste. Si tu embarques là-dedans avec quelqu'un d'aussi narcissique, tu n'es pas sorti du bois. Je ne veux pas être pessimiste, là. Et puis non, je continue à dire aux femmes, allez chercher de l'aide, allez chercher de l'aide.
Mais après qu'il sorte de la maison d'hébergement, qui les ramasse? Parce que lui, il a encore sur les dents en tête ta défaite malois. Fait qu'il va te repogner, là. Tu peux pas avoir une police sur ton balcon le reste de tes jours. T'sais? Moi, j'ai déjà même pensé, je me suis déjà même dit, le seul moyen de sauver ma vie ou celle de mes enfants, c'est de le tuer. Et c'était réaliste. Je suis sûr que tu n'es pas la seule à avoir pensé ça. C'est le seul moyen. Parce que je me dis, ben bon, oui, aller chercher de l'aide. Mais qui va me protéger après? Puis c'est quelqu'un de fou, là. C'est quelqu'un de très brillant et très intelligent. Je me dis, la petite fille qui rentre, mais s'il rentre d'une maison où pour lui-même se faire soigner, qui sort du cégep avec toutes les bonnes volontés qu'elle peut pas avoir pour aider. Imagine, c'est quelqu'un de très brillant, il va la manipuler. C'est des gros cas lourds. Et ça prend des gens extrêmement formés pour réussir à contrer ça. Il faut être réaliste. C'est pour ça Robert et moi, pendant l'heure du lunch, il m'a fait un petit clin d'œil. Il m'a dit, fais-y parler du pardon. Check-la, allez. Mais justement, on peut aborder un peu le pardon, mais advenant le cas, tu aurais un abuseur ou un violent devant toi qui le reconnaît tout l'impact de sa violence contre lui, contre sa femme, contre ses enfants, et tu le vois qu'il est sincère, il est aussi authentique que mais toi. c'est impossible. Tu penses que ça n'existe pas? Non. Ah non? Trop narcissique. Je te comprends, Robert. Ouais. C'est un beau sujet, ça. Tu penses vraiment que c'est irrécupérable? Ben, celui-là qui réussit à m'en sauver un qui vient de le dire. Parce que je veux l'entendre. Je parle je dis pas que c'est tout comme ça. On parle de différents niveaux de violence. Là. Mais très, très pathétique, là, genre psychopathe. Ah, quand c'est pathologique ou un psychopathe, c'est autre chose. Oui, mais regarde, à quelque part, quand tu es capable de tuer tes enfants, il y a une problématique psychologique à quelque part aussi. Très grave. Fait que, imagine de ramasser ça. Je te pose la question parce que j'ai été témoin, ça a passé dans les médias, puis peut-être que vous l'avez vu cette histoire-là. C'est extraordinaire parce que ça touche le cœur du pardon. Ils ont pris des enfants, des survivants des camps de concentration, et ils ont fait rencontrer les enfants des bourreaux, ainsi que les bourreaux, et ils ont réussi, sur les sites même de l'Holocauste, à créer un pardon, de part et d'autre, parce qu'il y a beaucoup de culpabilité, autant chez les enfants, de voir leur père et leur mère avoir infligé autant de sévices, et ces enfants-là, de ces survivants, de reconnaître toute cette impuissance-là, cette honte. Ils se sont trouvés un terrain de rencontre et le pardon a pu, et évidemment, il était encadré par des psychologues, des travailleurs sociaux, il était extraordinairement bien encadré, mais il y a quelque part dans la démarche où les deux clans veulent faire cette démarche-là. Tu peux pas, comme en relation d'aide, tu sais, moi je vais aller t'aider, toi tu vas aller chercher mon aide quelque part, mais on se rencontre à mi-chemin. Je peux pas t'amener de force. Non, mais tu as bien dit, les deux voulaient se rencontrer. Tu sais, ou comme j'entendais ben beau la DPJ qui disait hey, là, il a manqué de communication. Mais quand tu es en violence conjugale, il n'est pas question de communication. Il y a quelqu'un qui donne les lois, les règles, et il ne faut pas que tu aies des faits. Comment est-ce que même après que tu es séparé, que tu peux avoir un contact et avoir une communication avec l'autre? Oubliez ça, il y a quelqu'un qui manque de logique à quelque part. Là. Ça n'a jamais existé, la communication. Pourquoi qu'elle va commencer à exister après que tu es séparé? Tu sais, c'est... Il y a quelque chose de très important, tu sais, on parlait du pardon pendant l'heure du lunch, mais à un moment donné, toi, tu avais de la colère, tu avais de la frustration, tu avais de la peine, c'est bien beau pardonner, mais avant d'aller là, toi, il fallait qu'on t'écoute, il fallait que tu la vives, cette peine-là. Tu avais quelque chose là, à évacuer. Ça, c'est la question ultime, les journalistes me l'ont tout posé. Est-ce qu'on pardonne? J'aimerais te renverser la question. Je
sais même pas si tu as des enfants, tu as des enfants. Encore. Est-ce que tu pourrais pardonner ça? C'est tellement difficile de répondre à ça parce que je suis pas. C'est une excellente question. Par contre, est-ce que c'est pardonnable? Moi, des fois, je me dis, j'ai toléré l'intolérable, pourquoi je vais pardonner l'impardonnable? Et il y a aussi une autre chose que tout le monde te dit, faut que tu pardonnes, faut que tu pardonnes, faut que tu pardonnes. Ben voyons donc, c'est une insulte à mes enfants de dire, ça dépend qu'est-ce qu'on entend pour le pardon. Parce qu'il peut y avoir beaucoup de réponses. C'est quoi le pardon? Si je te demande ça, tu peux avoir ta version et je demande à n'importe qui. Pour moi, le pardon, c'est facile de dire, ben oui, j'ai pardonné. Mais il faut que tu le ressens aussi. Pour moi, le pardon, c'est que je pardonne à quelqu'un, je suis capable de l'inviter à ma table pour souper. Moi, c'est ça le pardon. Parce que c'est oublié, c'est oublié. Mais ça, c'est sûr, je serais capable de dire, ben oui, j'y pardonne, mais je ne veux pas y voir la face, par exemple. Mais pour moi, le pardon, c'est que je peux inviter quelqu'un chez nous et je dis, on oublie ça, c'est fini. Est-ce que ça serait logique de pouvoir inviter mon ex-conjoint qui a tué mes 2 fils, je l'invite à la table chez nous? Pourquoi on me demande le pardon? Et d'autant plus, les gens ne savent peut-être pas ça, mais même ta belle famille est encore en colère. Ils ne sont pas de ton bord. Là. Eux autres, ils ont perdu des neveux, ils ont perdu leur frère, mais c'est quasiment s'ils te traitaient de coupable. À tour de bras. Je suis coupable, je suis menteuse. Mes enfants sont mieux morts avec lui qu'à rester avec moi. J'ai été mise en demeure depuis mon livre. Ça n'arrête pas. Il appelle partout ce que je vois. Ça se peut que Sylvie reçoit un appel pour d'insultes. Parce qu'on m'a invité ici, mais tu sais, ils ont appelé José Lito, ils ont appelé la réalisatrice de Jurassic Proche, ils ont appelé mon éditeur, ils ont appelé ma thérapeute, qui a fait la préface de mon livre, ils ont appelé mon attaché de presse. Tu sais, là, c'est correct, je suis habituée. Je fais comme, regarde, vous allez avoir une lettre dans peu de temps. Mais au début, c'était intimidant parce que c'était encore la même manipulation que j'ai vécue avec leur frère. Et ils continuent toujours la même violence. Et de me dire, t'es moins que rien, t'es une menteuse, puis là, les gens ne croiront pas. Mais ils n'ont pas décroché encore. Mais c'est parce que je pense pas. Je pense qu'ils connaissent plus la Marie-Paul que je suis devenue aujourd'hui. C'est ce qu'ils ont manqué. Elle est assez extraordinaire, la Marie-Paul qui est devenue aujourd'hui. Bravo!